La médiathèque François Mitterrand du réseau des médiathèques de 7 aglopoles Méditerranée est heureuse d'accueillir l'éditeur Raj de Kondapa pour son deuxième rendez-vous culturel Hippostrophe. Raj de Kondapa, bonjour et bienvenue à la médiathèque. Merci pour votre accueil, je suis enchanté d'être là et présenter mon travail éditorial. Très bien. Le 15 janvier dernier, une rencontre était programmée avec Jean-Pierre Pascal, l'auteur des 108 visages de l'hindouisme. En effet, cet ouvrage publié aux éditions Kailash devait être présenté afin de présenter au grand public le panthéon hindou. C'est ça. Malheureusement, pour les raisons que nous connaissons, cette rencontre a été reportée. Mais nous avons quand même souhaité vous recevoir, Raj de Kondapa, pour que vous puissiez nous parler de votre maison d'édition et aussi de votre actualité. Donc, votre parcours est long et riche, et en quelques mots, je vais essayer de le résumer. Tout d'abord, vous êtes né à Pondichéry, en Inde, mais vous avez grandi à Saigon pendant la guerre du Vietnam et la présence américaine. Absolument. Vous apprenez le français à l'école de 4 à 16 ans, et à la maison, vous parlez également tamoul et vietnamien. C'est ça. Votre grand-mère vous envoie en France en 1970 et c'est là que vous continuez vos études, notamment en langue orientale. Oui, exactement. Et ensuite, à Paris, vous travaillez à la Bibliothèque nationale de France. Là, pendant 6 ans, vous découvrez l'univers du livre qui va devenir votre grande passion. C'est cela. À cette époque-là, d'ailleurs, vous fréquentez l'intelligentsia, vous rencontrez Foucault, Deleuze, Sartre, et vous commencez à vous plaire dans ce milieu du livre et des intellectuels. Puis, vous partez au Népal, où vous travaillez au Centre culturel français de Katmandou. C'est ça. Et là, vous ouvrez la première librairie orientaliste en Inde. Française orientaliste. Française orientaliste. Je tiens vous à la avez raison francophonie. de le préciser. Vous êtes également à ce moment-là organisateur de voyages, accompagnateur dans le sous-continent indien, et cela pendant 10 ans. C'est ça. Et puis, en 91, vous ouvrez, avec Elisabeth de Kondapa, votre épouse, la maison d'édition Kailash. Donc, une librairie à Paris, une autre à Pondichéry. Et en 1995, on vous décore chevalier des arts et des lettres. Oui. Et il y a 5 ans, vous êtes nommé chevalier de l'Ordre national du mérite. C'est ça. Aussi, ma question, de Paris en passant par Katmandou et Pondichéry, qu'est-ce qui vous amène à présent à avoir ce nouveau port d'attache à 7 ? Écoutez, c'est très intéressant parce que, en fait, je suis un pèlerin voyageur avec mes livres. Voilà. Et donc, le fait que j'ai eu un passé intéressant d'avoir frôlé une multitude de cultures, dont la culture vietnamienne, indienne, française, anglaise, me donne une certaine aisance de parcourir le monde, mais toujours avec mes livres et toujours avec la francophonie. Pourquoi ayant bougé entre Vietnam, Inde, France, de nouveau Népal, etc., en fait, j'ai recherché un peu mon identité. Je ne savais pas si j'étais vietnamien, indien ou français. Bien, j'ai eu la chance de fréquenter une école française au Vietnam parce que du côté de mon père, nous sommes français depuis 1 siècle et demi. Donc nous venons de Pondichéry, où il y a eu 3 siècles de présence française. Donc nous sommes parmi les gens qui ont cette nationalité française. Grâce à la France, il y a 1 siècle et demi dans notre famille. Donc mon ancêtre est allé travailler au Vietnam en tant qu'administrateur et avocat, etc. Et mon père était né en Indochine. Il est rentré en Inde pour marier, épouser ma mère, parce qu'en Inde, vous savez, on fait partie d'une caste. Ce sont des grands-parents et parents qui choisissent le marier entre les dames et les hommes. Hein. Donc mon père est rentré en Inde durant la guerre dans les années 47-48. Il est resté en Inde, mais nous sommes retournés au Vietnam, mais pas en Indochine, parce que la France a quitté le Vietnam en 1954. Donc, mes parents ont quand même maintenu nous autres, mettre dans une école française pour perdurer la langue française dans la famille. Donc, j'ai eu la chance d'apprendre la langue française au Vietnam. Et quand, durant la guerre américaine, qui est beaucoup intensifiée au Vietnam du Sud à Saigon, l'ambassade de France a demandé, nous étant français, il faut que vous rentriez en France. Ma mère voulait rentrer en Inde. Donc, on est rentré en Inde. C'est là que ma grand-mère a dit, puisque lui, il faut qu'il continue à étudier la langue française, elle m'a envoyé en France en 70.
Donc il fallait que je trouve un travail pour pouvoir faire mes études également. Je n'ai jamais été vraiment studieux, hein. C'était un prétexte en fait. La BNF, c'était pas si studieux que ça finalement. Voilà. Bon. J'ai eu la chance de rentrer dans la grande porte de la BN, la Bibliothèque nationale de France, et je suis sorti de cette grande porte pour aller ailleurs, c'était 7 ans plus tard. Et grâce à la BN, j'ai découvert le livre, le monde du livre. Je commençais à lire pas mal de livres qui m'a permis de prendre des notes et pouvoir publier tous ces livres-là. C'était un accident de parcours intéressant. Donc là, j'ai rencontré, par chance, Michel Foucault, avec lequel j'étais très lié, Gilles Deleuze, François Châtelet, et Arabal, et Jean-Marie Leclésio, que je connaissais bien. J'ai embêté parce que j'étais un peu voyou quand j'arrivais du Vietnam, via l'Inde, etc. Voilà, on m'appelait le bad boy. Voilà. Et ensuite, quand je commençais à me poser des questions, qui es-tu finalement? Quand je suis arrivé en France, et on m'appelait, ah, tu es hindou. Non, je ne suis pas hindou, je suis vietnamien. Parce que dans ma tête, j'étais vietnamien, et je ne me suis pas rendu compte de ma couleur de peau. J'ai découvert que j'étais foncé en France. Je ne savais pas auparavant. C'est là que je m'étais dit, qui suis-je, qu'est-ce que je fais ici, etc. Donc j'ai eu la chance d'aller au Népal, à Katmandou. J'ai un de mes amis qui était nommé conseiller culturel à l'ambassade de France à Katmandou, m'a dit, Raj, tu viens te joindre à moi parce que j'aimerais bien refaire la bibliothèque de Katmandou. On en revient sur les... Voilà, exactement. Donc, comme ça, je suis parti dans cette aventure du livre à Katmandou. Et donc, Seth et Kailash. Kailash, est-ce que vous pourriez nous donner des précisions sur le nom? Pourquoi avoir choisi le nom de Kailash pour votre maison d'édition? Comme je vous ai dit que j'ai travaillé comme conseiller touristique pendant 10 années de ma vie au Népal, parce que c'était un moyen pour moi de gagner des sous. Parce que ce que je faisais à Centre culturel français, c'était pas intéressant. Je m'ennuyais au bout de... Je faisais un catalogage de 2500 ou 3000 titres. Après, je me suis ennuyé. On m'a donné un contrat d'1 an, mais je terminais au bout de 2 mois. Et je ne pouvais pas rester sans rien faire. Donc, j'ai quitté le Centre culturel français de Katmandou. Je cherchais du travail dans le tourisme. C'était un plein boom à Katmandou à ce moment-là. Donc, je travaillais pour une agence française qui s'appelle Delta Voyage. Des gens assez, comment dire, avant-gardistes qui ont organisé des voyages très intéressants. Mais il fallait que je gagne des sous pour monter ce projet de librairie française que je voulais faire à Katmandou. Donc, j'ai fini par monter ces librairies françaises orientalistes, des livres en langue française sur le Népal, le Tibet et la Birmanie et un peu sur l'Inde. Mais Kailash. Alors, le nom Kailash, c'est intéressant. Voilà. Grâce à ces voyages, je faisais beaucoup de randonnées. Je ne suis pas du tout randonneur de nature, hein, mais j'étais rémunéré pour cela, je l'ai fait. Je connais bien toutes les montagnes himalayennes basées au Népal, et j'ai découvert une autre montagne qui s'appelle Kailash par un livre extraordinaire et très important. Le mont Kailash, c'est une montagne qui se situe à l'ouest du Tibet, au nord du Pakistan, et qui est dans le territoire tibétain. Et pourquoi cette montagne Kailash? C'est une montagne qui joue un rôle très très important dans la religion hindouiste. La montagne sacrée de Mont Kailash, qui est une très belle forme, la plus belle forme, plus jolie qu'Everest, Island Peak et Annapurna, etc. Je suis fasciné par cette montagne. Donc cette montagne est une belle histoire de Shiva, le dieu Shiva, dont on parle dans ce bouquin de 108 visages de l'Inde, etc. Shiva aurait fini sa vie sur le mont le mont Kailash. Et sur le mont Kailash, il y a un glacier. Ce glacier alimente un lac fabuleux qui se situe à 4800 mètres d'altitude au pied de cette montagne. Et il y a un lac qui s'appelle Manasarovar. Donc la montagne Kailash est une montagne sacrée pour l'hindouisme et le lac Manasarovar sacré pour le bouddhisme. Donc ces deux religions de ce continent indien se réunissent là. Donc pour moi, le mont Kailash, c'est quoi? C'est la connaissance du monde. J'ai utilisé ce mont, le mont Kailash pour créer cette maison d'édition. Et d'ailleurs, cette maison d'édition, donc, comment vous pourriez déterminer en quelques mots quelle est la politique éditoriale que vous menez? Oui, la politique éditoriale, c'est intéressant, vous savez, parce qu'en fait, comme je suis fasciné par la langue française, bien que je ne la maîtrisais pas si bien que ça quand je suis arrivé en France, mais cette langue m'a toujours chanté. C'est une langue qui est chantante. Quand je parle français en Asie, les Asiatiques sont un peu étonnés. Comment ça, tu parles si bien français? Bon, j'habite en France, c'est normal, etc., etc. Mais je voulais... le fait que j'ai tombé amoureux du livre par les biais de la Bibliothèque nationale de Paris,
Paris, et ensuite à Katmandou créer cette librairie française. J'ai fréquenté un milieu assez, comment dire, pointu à Katmandou, dont les chercheurs du CNRS, dans le monde himalayen et le monde népalais. Et mes amis et chercheurs du CNRS m'ont toujours... la librairie française de Katmandou est devenue un espèce de salon de rencontre francophonie. Donc c'était un lieu must, vous voyez, qui marchait très bien. Et beaucoup de gens, tous les trekkers venaient souvent voir pour acheter des livres, etc., etc. Mes amis du CNRS me disaient, il y a tel ouvrage qui ne sont plus réédités, dont Sylvain Lévy, c'était pour moi un grand sanskritiste français, prof au Collège de France, au 1900 pile, à Paris, et Sylvain Lévy a eu David Nel, qui était une grande voyageuse d'origine belge, qui a découvert le Tibet dans les années 1910-20. Elle était son élève. Donc François Mitterrand, que je ne savais pas, paraît-il, aurait assisté le cours de sanskrit avec Sylvain Lévy. Il a acheté ces livres-là quand je l'ai publié. Donc c'est comme ça que je suis parti. Il y avait un besoin, selon vous. Exactement. Grâce à vos amis, aux personnes qui venaient. Qui m'ont suggéré de sortir des livres importants sur le Népal. C'est comme ça que je suis parti dans le monde du livre, et donc je suis allé ailleurs qu'au Népal, en Inde. D'accord. Et sur ces livres, justement, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les caractéristiques physiques et les collections que vous avez imaginées et à qui elles s'adressent, ces collections? Voilà. C'est intéressant, vous savez, en fait, les livres que nous publions, nous ne faisons pas d'études du marché. Nous sommes des éditeurs atypiques. Et nous perdons beaucoup d'argent dans ce domaine depuis 30 ans. Comme je gagne ailleurs, je perds là. C'est une passion pour moi. Donc, si vous voulez, nous n'essayons jamais de... Parfois, on reçoit des manuscrits, des gens qui écrivent, etc. On refuse. Ce sont des auteurs qui ont été publiés chez Gallimard au Seuil Grasset qui se vexent. Comment ça, ces petites éditions? C'est pas une question d'être prétentieux, c'est une ligne éditoriale. On n'est pas dans le vogue. Pourquoi? Nos livres, vous savez, c'est un complément d'un guide de voyage et routard et guide bleu ou Lonely Planet que les Australiens publient ça. Ce sont des livres qui permettent aux gens de découvrir le pays en profondeur, l'ambiance, sur le plan culturel, sur le plan littéraire, sur le plan poétique, philosophique, ça chaque pays d'Asie. Donc nous faisons attention des livres que nous publions afin que ça fasse... nous soignons notre ligne éditoriale. Et pas seulement, d'ailleurs. Voilà. Donc d'autre part, ce qui est intéressant, notre base de production est basée à Pondichéry en Inde du Sud. Pourquoi? Ce n'est pas du tout la délocalisation, mais plutôt parce que à Pondichéry, il y a une industrie qui fabrique des papiers faits à la main en provenance d'écorces d'arbres, de vêtements usés et des papiers recyclés, etc., etc. Donc, vous voyez toutes les couleurs, vous voyez. Donc, nous avons choisi de faire la couverture de nos livres en papier recyclé, fait à la main, et nous avons un atelier de sérigraphie qui traite nos livres en sérigraphie. Donc, toutes les couvertures sont faites à la main par 3 jeunes personnes qui s'occupent de la sérigraphie. Tout est fait à la main. Je ne peux pas faire ce travail-là ici en France. Donc c'est pourquoi je fais en Inde. Et d'où cette qualité et cet attrait qu'on a directement pour ces livres-là. Assez soigné, parce que je considère que nous sommes un des premiers éditeurs écologiques. Ça, c'est bien. Oui, parce que tous les papiers sont recyclés. Et pourquoi Pondichéry? Parce que d'abord, je voulais absolument... durant 3 siècles de présence française, il n'y a pas eu de maison d'édition. Oui. Que Pondichéry était un pays, une ville très importante comme le Vietnam autrefois. Et la France a créé une école française qui s'appelle l'École française d'Aix-Saint-Maurian, qui est un centre de recherche qui est unique en Europe, qui est la France qui a créé ce genre d'institution de recherche qui est basée à Hanoï. Quand la France a perdu Hanoï en 1954, la France a rapatrié l'école française d'Aix-Saint-Maurian à Pondichéry. Et ce qui m'a beaucoup étonné, l'école française avait son domaine d'édition, mais que uniquement pour leurs chercheurs. Oui. Assez comment dire, pointu. Donc, je m'étais dit, pourquoi pas, à Pondichéry. Donc, j'ai créé cette maison d'édition à la fois à Pondichéry et à Paris en 1991, je crois. Voilà, vous avez la date, c'est ça. Donc, cette maison d'édition existe encore à Pondichéry et à Paris. Et essayer de pousser les potes de francophones lire en français à un prix pratiqué pour les gens en Asie et en France. Parce que ça, c'était un vrai pari, en fait, d'ouvrir une librairie francophone dans un pays qui est l'Inde et qui est anglophone. C'était votre passion pour la francophonie et votre envie
de toucher ce public-là qui vous a conduit à faire ces choix-là. Oui, absolument. Parce que vous voyez, j'estimais que c'est pas normal. Il y a un passé français intéressant quand on parlait d'Indochine, le Laos, le Cambodge, le Vietnam et Pondichéry. Et puis aujourd'hui, ça malheureusement, c'est l'anglais qui a pris place à la place de la langue française. Moi, à mon petit niveau, tout petit niveau, j'essaie quand même d'aller envers l'anglophonie, contre l'anglophonie en faisant des livres en français. Les Australiens au Cambodge m'ont proposé, tu veux pas t'associer avec nous, on publiera des livres de ce que tu fais en anglais, mais pas en français. Je dis non, c'est un principe. Je continuerai à publier en français indépendamment avec moyens de bord. Ça, c'est justement votre stratégie pour promouvoir la francophonie, absolument, en fait. Absolument. Parce que vous savez, ce qui est dommage, la France ne sait pas faire la francophonie. C'est dommage. La langue française a beaucoup reculé ces 10 dernières années en Asie. Vous voyez, quand je suis retourné au Vietnam, j'avais une maison d'édition à Hanoï que j'avais créée dans les années 98-99, je crois. Et pourquoi? Parce qu'il y avait encore un peu de francophonie au Vietnam, à l'université de Saigon, l'université de Hanoï. Donc j'ai monté une maison d'édition avec l'aide du ministère de la Culture en France. J'avais un bureau éditorial à Hanoï. Oui, j'avais oublié de mentionner. Pourquoi? Parce que je suis retourné au Vietnam après 14-15 ans d'absence, et c'est le pays où j'ai appris cette langue française, où j'ai vécu, où ce pays m'a aidé à m'en sortir, à vivre dans la vie actuelle que je redois encore au Vietnam, ce que je suis devenu aujourd'hui, mais avec modestie, ok? Donc j'ai trouvé, il n'y avait pas de livres français. Il y avait tous les jeunes étudiants à l'université de Hanoï et de Saigon, de Ho Chi Minh City, pardonnez-moi, et qui photocopiaient des livres, Zola, Victor Hugo, Daudet, etc., des classiques français, en photocopie coûtait $5. Donc j'ai trouvé ça très, très malheureux. Il y a une pénurie de livres français au Vietnam. Donc j'ai réussi à monter une maison d'édition. J'ai fait des livres, des vrais livres, à 100% d'origine, et j'ai vendu à un prix public $1. $1. Pourquoi? Pour pouvoir les rendre accessibles. Contre la photocopiage et protéger la langue française, la francophonie, etc., etc. Je faisais un travail un peu fou, hein, vous savez. Donc bon, parce que ce pari fou, justement, certains ont pu vous reprocher d'éditer des auteurs coloniaux. Ce reproche-là, qu'est-ce que vous y répondrez avant de moi, ce qui est un peu dommage, vous savez, bon, le passé colonial, c'est des aspects négatifs et positifs. Hein. Donc, tous ces gens-là que vous voyez, que nous avons republiés, comment dirais-je, Eugène Pujanis, voilà, Boissière, Jules Boissière, qui a vécu au Vietnam au début du siècle dernier, et puis Gabriel Hautemer. Nous avons des auteurs qui ont vécu au Vietnam, qui travaillaient dans l'administration coloniale et qui essayer de dénoncer sur le plan littéraire certains comportements des colonialistes un peu esclavagistes, ce qui est gentil, c'est pas méchant. Et ces gens, donc j'ai dit aux gens, non, lisez mes livres, je ne publie pas que des œuvres coloniales, mais des œuvres qui ont été écrites durant l'époque coloniale, des gens qui appréciaient ces pays-là, qui sont rentrés dans la vie quotidienne de ces pays-là, qui apprenaient les Vietnamiens, le Lao, ou le Khmer, ou le Thaï, etc. Ce sont des gens, dont notamment qui sont certains devenus chercheurs à l'école française d'Extrême-Orient. Donc ce sont des gens qui avaient quelque chose avec le pays, si vous voulez, vraiment des gens qui sont vraiment intégrés dans le pays sur tous les plans, intellectuels, philosophiques, littéraires, etc., etc. D'accord. Et ce travail-là que vous avez fait maintenant, on va avoir l'opportunité de le découvrir à Sète. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette galerie, librairie, boutique qui va ouvrir prochainement à Sète, 1 rue Queyrin-Danube? Et quels sont vos projets, en gros? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Voilà, c'est intéressant parce que je suis resté quand même trop longtemps en Asie, trop longtemps à Paris aussi. Et bon, j'ai découvert cette ville grâce à un ami scientifique qui s'appelle Alex Fossi, et que j'ai rencontré à Pondichéry lors d'un séminaire sur les sciences de la mer, etc. Et Alex a découvert mes livres, et puis on a beaucoup échangé. Il m'a dit, viens voir à Sète, tu verras, c'est une ville pour toi. Donc je suis venu à Sète il y a 3 ans, en nomadique, en nomade, si vous voulez venir ici. Est-ce que je peux poser mes valises ici, comme j'ai toujours nomadisé dans ma vie? Donc je me suis dit, tiens, cette ville est pour moi. J'ai beaucoup aimé, c'est une ville qui est très belle, entourée des canaux et la mer pas très loin. Et j'aime beaucoup la structure de cette ville, qui est une petite île,
qui est fantastique, vous voyez. Je me dis, voilà, je vais poser mes affaires ici. Donc, j'ai réussi à trouver un local. Donc, je suis en train de transférer ma librairie et édition de Paris, ici à Sète, et j'ai des projets de faire connaître Sète dans mon monde asiatique. Donc, je voudrais faire connaître Sète au Vietnam, au Laos, au Cambodge, comme je fais le contraire, etc., etc. Et j'ai aussi des projets de faire venir des jeunes artistes asiatiques. J'aimerais bien donner un point plus pour le Tibet et le Népal, que j'ai un peu négligé dans ma pérégrination récemment. J'aimerais bien faire des jeunes artistes à Sète sur le plan, comment dire, artistique, culturel, etc., etc. Avec des rencontres, j'imagine, des expositions. Absolument. Dans notre local, nous avons aussi de la place pour faire une exposition itinérante et puis des rencontres littéraires, etc., etc. J'aimerais bien travailler avec la mairie et notamment la médiathèque de François Mitterrand. Je serais ravi. Bien, écoutez, Raj, merci encore. On aura plaisir à découvrir l'Asie grâce à vous et à venir vous rencontrer prochainement dans votre librairie-galerie. Merci encore. Merci beaucoup. Merci pour votre sensibilité.